Il serait de bonne loi pour cette première émission de janvier avec le CNTFCH que de vous souhaiter une délicieuse année 2024. Je vais m'exécuter. Bonne et délicieuse année 2024 à vous tous qui nous écoutez ainsi qu'à ceux qui animent cette émission La France Libre. Bonsoir à vous et soyez les bienvenus. Bonsoir Philippe, bonsoir Yota, bonsoir Bruno, bonsoir à vous messieurs, dames, bienvenue. Bonsoir les amis, bonne année Alors, à une bonne tous. année collective, j'ai l'impression, on pourra le faire en chorale, mais chacun le lira quand il prendra la parole. Évidemment qu'on souhaite une bonne année, une bonne santé à tous ceux qui nous écoutent. On est tous conscients que cette année 2024, comme les précédentes, seront probablement un tournant dans la vie des hommes. J'espère que ce virage sera pas dangereux, pas trop dangereux en tout cas, et qu'il nous apportera des solutions plus que de problèmes. Voilà ce que je peux dire au titre de l'année 2024. Et je passe la parole, disons, à Sylvain, qui a peut-être des choses à nous dire. Oh, je crois qu'on va d'abord écouter Bruno qui a de l'information. Ah, d'abord Bruno. Alors, moi, je vais commencer par, moi aussi, souhaiter une très, très bonne année 2024 à tous ceux qui nous écoutent, à tous les membres du CNTFCH et à tous les résistants et à tous ceux qui sont sympathisants de la cause de la liberté et de l'indépendance et de la souveraineté du pays. Parce que contrairement à ce que Emmanuel Macron a dit dans ses vœux plusieurs fois, ce n'est pas la souveraineté européenne qu'il doit falloir développer, c'est la souveraineté française. Et un bon exemple de la souveraineté française et de la créativité française, c'est qu'en seulement 5 ans, des compagnons, des Français avec un savoir-faire extraordinaire ont réussi à reconstruire la cathédrale Notre-Dame, qui est un symbole de l'excellence et de la qualité française. Donc, il est tout à fait. La flèche de Notre-Dame, pas toute la cathédrale. Non, mais de toute façon, elle va être terminée pour le 8 décembre 2024. Donc, en fait, ce n'est pas, contrairement à ce qu'a dit aussi Emmanuel Macron, ce n'est pas grâce à lui, c'est grâce à tous les dons privés et c'est grâce à tout le travail de tous ces Français qui ont réussi à retransmettre et à transmettre depuis des générations ce savoir-faire qui appartient à la culture française que Macron ne reconnaissait même pas. Et cette culture française, c'est un petit peu iota comme en Grèce, quand ils ont construit le Parthénon, eh bien, il y a des connaissances qui remontent à très longtemps et qui montrent que les Français sont capables à tout moment de pouvoir créer et de pouvoir construire quelque chose, même quand ça paraît impossible. Donc nous, au niveau du Conseil national de transition français Canal historique, on propose une transition de 2 à 3 ans, donc c'est possible. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait faisable, à partir du moment où c'est le peuple qui prend les choses en main. Voilà ce que je voulais dire pour vous souhaiter à tous une très bonne année. Ce ne sont pas les politiciens qui créent, hein, ce sont les petites mains, donc à savoir évidemment les gens du peuple qui eux créent, qui eux ont cette richesse. Exactement. Tout à fait. Bien, si vous le voulez, bien, on va regarder l'actualité en images. Allez, je vous aide un petit peu. C'est l'histoire de Madame Irma. Bah oui, on va avoir quelques prédictions à l'actualité en images et on se retrouve juste après. Nous sommes rassurés, la face du monde va changer en espérant qu'elle change quand même du bon côté. Alors, elle est déjà en train de changer, heureusement, alors à nos yeux ou en dehors de nos yeux. Mais pour ce qui est en dehors de nos yeux, évidemment, c'est pas simplement une voyante qui va nous aider. Il y a aussi des choses politiques, des choses extra-politiques, exopolitiques même parfois, qui nous échappent ou auxquelles on peut faire référence de temps en temps. Mais c'est déjà en train de changer. Le monde est en train de changer. On va pas se rappeler ce qui se passe en ce moment sur les terrains, de guerre, tout simplement, hein, que sont l'Ukraine et que sont la bande de Gaza. Et en attendant, plus ou mieux ou moins ou pire sur la Chine de Formose, Taïwan, pardon, qui est aussi un foyer d'incendie. Donc là, le monde est déjà en train de changer. Il est trop tard pour savoir dans quel sens et si les sens qui ont été pris ont été les bons ou pas les bons. Et il est trop tôt pour dire que ça y est, on comprend tout et que ça va dans ce sens et que forcément ça aura telle conséquence. Tout ça est encore un peu tôt pour le dire, mais nous sommes déjà certains que les choses sont en train de changer. Voilà ce que je voulais dire. Ah, est-ce Alors, que... Oui. Philippe, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, il y a une convergence de toutes les prophéties pour dire qu'on va vers une apocalypse, qui ne veut pas dire une destruction, mais qui veut dire une renaissance et une révélation. Et donc, si je prends par exemple les prophéties de Malachie, qui nous dit que le pape actuel est le dernier pape, ou alors les prophéties de Nostradamus, ou alors aussi donc le troisième secret de Fatima, qui nous dit qu'il va y avoir un très grand changement après des tribulations, je dirais un peu fortement négatives. Mais bon, c'est souvent comme ça. Souvent un nouveau monde accouche dans la douleur. Mais toutes ces prophéties convergent vers un changement proche, un changement vers une nouvelle société.
Et en plus, nous sommes depuis 1962 entrés dans cette fameuse ère du Verseau qui parle de la connaissance qui sera déversée comme une eau selon le symbole du Verseau. Donc en fait, tout ça montre que apparemment, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, il y a quand même une convergence de toutes ces prophéties qui viennent de partout pour un changement de société, pour une renaissance, pour quelque chose de complètement nouveau. Donc eh bien, on y croit, on peut y croire. Je pense que c'est possible d'y croire. Très bien. Donc, à partir de là, on peut peut-être faire un pont avec le sujet que nous propose Yota. Alors, Yota, tu viens avec un sujet particulier qui est Jason et le décodage de la Toison d'Or. Alors, on a tous entendu parler de la Toison d'Or. Hein, c'était des aventures mirifiques, en quelque sorte. Il y a eu même des films américains hollywoodiens qui ont fait la joie des enfants à une époque. Mais à quoi tout cela correspond-il? Est-ce qu'on est dans l'historique? Est-ce qu'on est dans le mythologique? Ou est-ce qu'on est déjà dans la spiritualité? Eh bien, je crois que c'est de ça que tu vas traiter aujourd'hui, Yota, avec nous pour démarrer cette année 2024. Et je te cède la parole. Tout à fait, les amis, mais avant que nous entrions dans notre sujet, il y a quand même deux, trois petites choses qu'il faut redéfinir. Quand on dit par exemple le monde, que représente le monde? Est-ce qu'on parle de la Terre? Est-ce qu'on parle du monde, de l'univers? Ça, c'est une petite erreur que nous faisons tous, je dirais. C'est-à-dire qu'on dit le monde va s'écrouler demain ou le monde va renaître demain. Le monde, c'est très vaste, hein. C'est très, très vaste. Et donc, il faudrait savoir au départ que ce monde, justement, est une chose qui est une chose vivante. Si on prend la Terre, par exemple, la Terre, c'est un organisme vivant qui est tout le temps en transformation, en évolution et en expectation aussi. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire en disant le monde ne va pas bien? Ce qu'on essaie de faire, c'est de ramener toute cette immensité, de la ramener à nous. Alors que nous, ce que nous devrions faire, logiquement, c'est nous implanter dans ce monde et voir tout le contexte et dire, bon, nous sommes en l'an 2024, qu'est-ce que c'est pour la planète ou l'univers l'année 2024? Un instant, une seconde, une année, on ne sait pas très bien. Donc on a adopté tout ça. Je veux dire, il n'y en a pas un seul qui ne se qui n'introduit pas les choses de cette manière, je dirais, on en a tous bien pris l'habitude, mais il faut quand même penser que ce monde autour de nous est vivant et que c'est nous qui en faisons partie et qu'il faut absolument se remettre en question par rapport à cette chose-là. Donc, comme disait la dame, Madame Irma, Pluton va entrer en Verseau, Pluton va entrer en Verseau et nous aurons un aspect de révolution. Euh, Ça, c'est une manière de voir les choses. Astronomiquement, tout à fait astronomiquement et scientifiquement, on peut aussi expliquer l'évolution. Tout un chacun s'est aperçu que le matin, le jour se lève moins vite. Avant, à 6 heures du matin, il faisait très très clair. Aujourd'hui, il faut attendre 7 heures, 8 heures pour avoir une vraie clarté. Et donc, ce monde qui est tout en mouvement, il faut que nous nous arrêtions et que nous y fassions attention à ces choses-là. Et normalement, nous devrions être capables d'expliquer certains phénomènes sans considérer que ce sont des prophéties. Attention, Bruno, j'ai rien contre les prophéties, j'adore, elles m'amusent beaucoup. Elles m'amusent beaucoup et je les suis même. Je suis quelqu'un qui suit ce genre de choses par curiosité humaine. Mais on a tout de même pu expliquer astronomiquement et scientifiquement certaines choses que l'on considère comme des prophéties, par exemple.
Donc ça, oui, Bruno, ça nous aiderait à simplifier si tu veux. En micro, Bruno, s'il te plaît. On n'entend pas Bruno. Il a pas coupé. Ah, c'est bon. Ah, pardon, oui, excusez-moi. Je voulais juste dire que ce qu'on appelle prophétie peut très bien en fait être un programme qui a été fixé depuis longtemps et que certaines personnes suivent. Oui, oui. Et par exemple, George Orwell et toutes les Nostradamus et tout ça. Et nous, on a aussi notre collection en Grèce, Paisios par exemple. On s'est aperçu que c'était des gens qui avaient quand même des contacts avec des politiciens, avec des gens qui étaient des décideurs, et donc ils ont pu présenter ça comme une prophétie. Bon, en définitive, il y a une explication très claire et très pratique qui se trouve là derrière. Et c'est très bien avec notre sujet, justement, car bien Jason et la toison d'or, c'est le premier livre qui est le plus lu au monde, disons, qui a été le plus lu au monde. Eh bien, ce livre, donc l'histoire de Jason et les Argonautes, on le doit à Apollonios de Rhodes, qui lui a écrit ces 4 livres qui représentent Jason et les Argonautes, qui est une aventure. Et pourquoi décodage, Philippe? Parce que c'est ça aussi le sujet de ce soir, c'est comment décoder toutes ces prophéties, livres, histoires qu'on nous raconte et comment arriver à les décoder. En tout cas, Jason, on en a un texte, alors que c'était une histoire racontée, donc une mythéologie, c'est-à-dire une histoire qu'on raconte. À un moment donné, Apollonios de Rhodes a décidé d'écrire et il a écrit 4 livres et ces 4 livres, c'est 6000 versets. Donc dans ces 6000 versets, il nous raconte l'histoire de Jason, des Argonautes et de la Toison d'Or. Les 2 premiers livres décrivent le voyage des 55 Argonautes jusqu'à leur arrivée en Colchidie. Le troisième livre euh, raconte, qui est considéré comme, disons, un des plus importants, le plus important des 4. Le troisième livre, donc, c'est l'histoire de la rencontre avec Jason et Médée et le roi Aïtis, qui, lui, va l'obliger à aller chercher la toison d'or pour... enfin, on va pas raconter l'histoire de Jason et les Argonautes, il faudra faire presque 2 émissions pour ça. Mais donc pour vous dire qu'à un moment donné, l'histoire a été écrite et qu'à partir du moment où une histoire est écrite comme un livre, soit elle laisse la possibilité à celui qui lit, à ceux qui lisent, de voyager en même temps avec le livre, soit c'est un livre comme le mien, c'est historique et ça ne laisse pas beaucoup de place à l'imagination. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ces livres? Il y a eu, avec Jason et les Argonautes, celui qui a le plus utilisé le sujet, c'est Hollywood, évidemment, où ils ont fabriqué des tas de films, mais ils nous ont donné, chacun a donné une explication. Donc, chaque personne qui lit un ouvrage d'une envergure comme Jason et les Argonautes, chaque personne a la possibilité d'entrer dans le livre et de le décoder lui-même, en quelque sorte. Évidemment, pardon, évidemment, décoder en ayant quand même certaines connaissances, puisque c'est à partir des personnages qui interviennent dans cette histoire que nous saurons plus ou moins donner une date de la réalisation de ces événements
mais aussi de dire qui y a participé. Par exemple, on sait que Jason fait partie des plus anciens puisque son capitaine, son bras droit était Héraclès, et donc nous savons situer plus ou moins les 12 travaux d'Héraclès, et nous savons que Jason, dans les Argonautes, grâce au nom des Argonautes, nous savons que, excusez-moi les amis, j'ai une petite grippe, nous savons à travers les noms que euh, la chronologie du temps où toute cette histoire s'est passée est plus ou moins de cette époque-là. Donc on sait que Jason, c'est avant la guerre de Troie, c'est avant Orphée, puisque Orphée participait comme argonaute avec Jason. Et on a aussi des tas d'autres participants qui montrent que ce texte-là serait le plus ancien de tous les autres. Donc, quand je dis de tous les autres, c'est l'Odyssée, l'Iliade et l'Odyssée de Homère, la guerre de Troie, qui sont des grands événements avec lesquels on peut donner une chronologie. Voilà, j'attends vos questions, parce que si vous me laissez, je parle 2 heures comme ça. Bah, peut-être de resituer effectivement l'époque déjà. Tu as parlé de l'ancienneté des ouvrages les uns par rapport aux autres, mais on est renvoyé vers quelle période avec Jason et les Argonautes, vers quel moment de l'histoire? Mais c'est très difficile. On prend comme base Héraclès, par exemple, et Héraclès est situé entre moins 15 000 et entre moins 30 000 par d'autres personnes que moi, hein, qui recherchent et qui recherchent peut-être même plus activement que moi, puisque moi je n'ai cherché vraiment, vraiment que les périodes de démocratie. Mais normalement, on les situe de 15 à 30 000 ans, mais ça pourrait être aussi, puisque certains disent que la guerre de Troie, c'était 1500 avant Jésus-Christ, entre 1500 et 1200, on pourrait dire que ce serait avant. Mais avant, on en arrive à 3000 ans à la fondation d'Athènes. C'est la fondation d'Athènes qui nous fait penser que Jason et les Argonautes est une histoire bien plus ancienne. Entre-temps, nous avons donc Ulysse, pardon, Ulysse qui, avec la guerre de Troie, mais Ulysse c'est aussi 2 livres, donc c'est l'Odyssée. Et donc, voilà, les chronologies, je dirais que clairement, on peut les situer à partir de 1500 avant Jésus-Christ jusqu'à 30 000 ans en arrière, Yota, en se basant sur Héraclès. Yota, il y a une chose, il y a un événement qui s'est passé, c'est le remplissage de la mer Noire au moment de la fonte des glaces à la fin de la dernière glaciation, il y a à peu près 10 000 ans, qui a été un événement énorme. Et il se trouve que la région où sont censés aller les Argonautes d'or. Donc, est-ce que c'est ça l'origine de la toison d'or? Est-ce que c'est ça le symbole de la toison d'or? Est-ce que c'était les mines d'or en fait qu'il y avait là-bas? Ou est-ce que c'est autre chose? On dit que le déluge du Bosphore, c'était à peu près 12 000 ans avant Jésus-Christ. Mais l'histoire de Jason, c'est que Jason part de la mer Morte et de la Thrace. Donc, son voyage commence dans le Bosphore La mer Noire, oui, tu veux pour dire. La mer partir Noire, vers la mer Noire, l'Europe et se c'est la finir mer Noire. en Corinthe. D'accord. Et donc, c'est dans le pays de la Thrace qui est l'ancienne Roumanie, Bulgarie et tous ces pays-là. C'était l'ancienne Thrace et tout le nord de la Grèce, évidemment. C'est situé, on ne sait pas exactement, mais il parle de la mer Morte qui existe déjà. Donc, effectivement, Bruno, on peut le situer dans les 12 000 ans si nos dates sont justes, hein, puisque
On n'a que les dates que les académiciens et les scientifiques nous donnent, et donc c'est à partir de là que on peut commencer à chercher. Oui, Philippe? Oui, juste pour faire une correction sur les lieux, on parle de la mer Noire et pas de la mer Oui, Morte. c'est un lapsus que je fais tout le temps. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. C'est la mer Noire. Et donc, tout autour de la mer Noire, c'était évidemment des grécophones qui parlaient le grec, puisque on sait que c'était la Thrace et les Amazones et tout ça. On a assez d'informations pour dire que cette région-là était hellénisée à cette époque-là. Et donc, oui, Philippe? Non, mais j'allais justement y venir. Et c'est un départ. En fait, l'aventure commence en mer Noire, donc le déluge a Oui. forcément déjà eu lieu. Et la pérégrination ou le voyage en bateau va aller jusque vers Corinthe. C'est ça ce que tu disais tout à l'heure. Oui, c'est-à-dire soit vers Corfou, soit vers Corinthe. Parce D'accord. qu'on dit que, évidemment, Jason, il a été cueillir la toison d'or, à l'aide de Médée. Médée, d'où provient le Médée que l'on dit quand les avions sont en danger. Ah oui, ah, j'avais une autre version, mais c'est intéressant de connaître celle-ci. Eh Euh, bien, si on lit un peu plus l'histoire de Médée qui tombe amoureuse de Jason et qui l'aide à prendre la toison d'or et qui se marie pour finir avec lui, mhm. donc Jason a la toison d'or, va la délivrer au frère de son père, qui est le roi qui a usurpé le pouvoir de son père. Et donc, il va lui donner la toison, mais lui, il ne veut pas lui donner le pouvoir. Et donc, il décide avec Médée de quitter le pays et d'aller s'installer ailleurs. Et on a donc un récit de leur voyage. Mais bon, évidemment, encore une fois, là, il y a plusieurs analyses qui disent que soit il est parti sur Corfou parce qu'on parle de Drepani qui est la forme de l'île de Corfou, mais il y en a d'autres qui disent qu'il serait allé à Corinthe et qu'il aurait pris l'Argos, son bateau, avec lui et qu'il aurait vieilli, qu'il aurait fait des enfants et qu'un jour il se serait assis en dessous du bateau et une partie du mât s'est décrochée, tombée sur lui et c'est ainsi qu'il est décédé. Donc, le voyage réel de Jason et les Argonautes commence dans la mer Morte, Noir. dans la mer Noire. Oh, je ne veux pas, hein, Philippe, je ne veux pas, hein. Dans la mer Noire. Bon, Et tout, voilà, mais évidemment, le décodage, si on en venait un petit peu au décodage, c'est-à-dire que si on voit comment Hollywood a décodé l'histoire, évidemment, ce sont les livres les plus lus et les plus analysés. Chacun a droit à une explication, mais on en a sorti certaines qui étaient très osées, je dirais. Par exemple, une des analyses, si on analyse Jason et les Argonautes, l'Argos, les robots, le taureau qui jette des flammes nucléaires. oui. Donc, il y a plein d'éléments dans le texte qui nous prouvent qu'on est dans une science-fiction là-dedans. Oui, Philippe, je vois que... Oui, enfin une science-fiction ou tout simplement une adaptation de ce qui n'était pas compréhensible par les hommes de cette époque en faisant du mythe, en créant des histoires mythiques, c'est-à-dire avec des animaux qui crachent le feu, que sais-je encore. Alors, c'était pas C'est des... nous qui en avons fait des choses mythiques. En fait, à l'époque, c'était allégorique. Ah, d'accord. Donc, on parlait de manière allégorique. C'est De nous toute, et c'est... de toute façon, Oui, Bruno. de toute façon, Yota, toutes ces histoires, que ce soit l'origine de la Bible, la Genèse,
que ce soit les livres anciens qui remontent donc à la Mésopotamie, les Sumériens, et que ce soit les histoires donc de la mythologie grecque, tout cela se situe dans une zone qui est très petite, qui est la zone de l'Est et du Nord et du Sud de la Turquie, du Nord-Est et Sud-Est et Est de la Turquie, avec le mont Ararat où Noé aurait échoué son bateau, etc., avec la zone qu'on définirait comme celle où se trouvait le fameux paradis terrestre dans la Bible, parce qu'on parle des fleuves, des deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Donc c'est une zone aussi où est née l'agriculture, c'est une zone où sont nées les civilisations. Alors est-ce qu'elles sont nées à cet endroit-là ou est-ce qu'elles ont simplement recueilli quelque chose de beaucoup plus ancien qui leur a donné toute la technologie qui leur a permis de créer cette civilisation? Et on pense que, enfin, moi personnellement, je pense que c'est dans cette zone-là que tout s'est passé. Et là, quand on regarde aussi le voyage de Jason et les Argonautes, eh bien, ça se trouve tout près, à quelques centaines de kilomètres de cette zone-là. Donc, est-ce que c'est un hasard ou pas? Eh bien, je ne sais pas, Bruno, mais en tout cas, moi, je voulais amener le débat ailleurs. Alors, Je ne voulais pas rester dans un contexte matériel et physique. Je voulais amener ça vers une définition beaucoup plus spirituelle et plus psychologique, disons. Un voyage plus à l'intérieur de soi-même que un voyage réel sur la Terre avec alors là, on va du simple char avec les deux roues à la fusée qui va à la fusée qui va sur la Lune et on a même du nucléaire et on a des métaux super perfectionnés. Enfin, on a beaucoup de choses là-dedans qui font que on peut évidemment prendre différentes options pour essayer de comprendre ces textes, en fait. Désolée de t'avoir interrompu, Philippe. tout va bien. Ah, je croyais que tu voulais poser une Non, mais question. Yota, comme diraient les militaires, les deux, mon capitaine, c'est-à-dire que c'est tout à fait possible qu'il y ait un aspect tout à fait matériel et puis qu'il y ait quelque chose de spirituel et un sens, je dirais pas un sens caché, mais un sens profond et spirituel à ces histoires. Parce que ce sont, je dis ces histoires entre guillemets, donc ce sont des légendes qui sont toutes, qui remontent toutes à cette époque, que ce soit les histoires qui sont racontées dans la Bible, ou les légendes égyptiennes, ou les légendes grecques, ou les légendes sumériennes. Oui, Tout mais finalement a un aspect spirituel. oui, Bruno, je suis d'accord avec toi, mais j'utiliserai pas le mot légende dans ce cas-ci, parce que ce soit de manière matérielle, physique, donc que l'histoire ait existé vraiment, ou que ce soit un voyage plutôt spirituel, les deux sont valables et les deux ne sont pas de la légende. Les deux peuvent être une vérité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que on dit, Tout comme la quête du Graal, la légende du roi Arthur, il y a un fond de vérité derrière. Et puis il y a l'aspect spirituel. voilà, et moi je pense, d'après les recherches que j'ai faites sur la démocratie, toujours évidemment, je pense que toute histoire, même inventée, a toujours un fond de vérité derrière. Ça de toute façon. Mais bon, on ne parle pas de comment raconter l'histoire, on parle de décoder l'histoire. C'est-à-dire de lire le livre et de se dire, bon, de quelle manière est-ce que je vais le comprendre, l'analyser et qu'est-ce qu'il va m'apporter. Et donc, si on part du principe qu'il y a toujours un fond de vérité derrière, alors on nous a beaucoup menti dans l'histoire parce que dans Jason et les Argonautes, les amis, c'est pas aller sur la Lune, hein. C'est des voyages bien plus grands et c'est des voyages bien plus évolués et avec des machines. On, on parle de robots déjà, on parle de Argos qui pourrait être un vaisseau spatial, on parle de taureaux et de dents de dragons qui poussent et qui deviennent des énormes, des géants.
Et donc, voilà, dans tous les sens qu'on puisse y aller, on a intérêt à donner plusieurs analyses et essayer de voir tous ces textes avec une manière évidemment pratique, mais aussi une manière spirituelle, c'est-à-dire quand on pense à l'Odyssée d'Ulysse, bon, déjà Ulysse n'existe pas en grec, c'est Odysseas. Quand on pense au voyage d'Odysseas, c'est très très facile par expérience. Évidemment, si on le fait avec un texte, ce sera plus facile par la suite. Mais on peut imaginer, comme c'est Homère qui raconte 500 ans après, et qu'en plus Homère, il est aveugle, on peut s'imaginer que c'était peut-être son, son, euh, son ancêtre qui ait raconté l'histoire et que l'histoire est passée de bouche en oreille et que pour finir, Homère l'a écrite. Mais les fonds de vérité, ils sont à mettre en question à partir du moment où on voit ce qu'ils utilisent. Et pourquoi moi j'ai choisi Jason et aussi pour la nouvelle année, c'était pour essayer de faire un petit peu retourner les gens, aider les gens à retourner vers une lecture pareille, justement pour voir que si on prend le côté matériel et de l'explication, eh bien, nos politiciens et notre environnement est tout à fait faux. Là, nous ne sommes même pas dans une caverne de Platon, nous sommes dans les caves de la caverne de Platon. Parce que, eh bien, ça nous montre que, à cette époque-là, que ce soit les bateaux, que ce soit les vaisseaux spatiaux ou les techniques, comme le, le technique d'anticitaire, le système d'anticitaire, eh bien, ils nous ont beaucoup menti, vraiment beaucoup. Alors, où est partie toute cette connaissance? C'est la question qu'on devrait se poser. Yota, Yota, est-ce que cette connaissance et ces livres ont servi, ont été utiles, ont influencé la naissance de la démocratie à Athènes? Non, non. Ça, c'est tout un historique et des sujets dont les héros ont le rôle principal. À partir du moment où il y a un rôle principal, comme Jason ou Odysseus, Ulysse, à partir du moment où ces héros ont un rôle principal comme ça, c'est pour garder la hiérarchie du chef. Et donc forcément, ce sont des textes de l'oligarchie. D'accord. Il ne peut y avoir aucune connotation parce que la démocratie a peut-être créé, ça veut dire que c'est des démocrates qui ont créé Argos, où les robots qui interviennent dans Jason, où c'est sûrement eux qui sont à la base, mais l'histoire est écrite par les vainqueurs, et les vainqueurs aujourd'hui, c'est les oligarques. Et donc, ils ont intérêt à garder le mythe du héros plus. Puisqu'ici, on a un héros, c'est Jason, on a 55 argonautes qui sont tous des personnages très importants et qui nous racontent une histoire en utilisant du matériel de guerre et du matériel de transport et du matériel. Et donc, là, on se dit, si l'histoire de Jason était vraie, là, l'oligarchie, elle nous a tout caché, absolument tout. Ça veut dire que notre endormissement est beaucoup plus profond que ce qu'on ressent aujourd'hui. Quand on s'éveille, on se dit, ah, je dormais, eh bien là, on est au courant de rien. On a les deux pieds sur terre, mais on est au courant de rien. On ne sait rien de ce que les humains ont fabriqué, comment ils ont fabriqué. On en est toujours à comment savoir comment les pyramides se sont réalisées, mais, pardon, on n'a toujours pas décodé
pas mal de... Oui, Philippe. Oui, je voudrais juste revenir sur le fait, sur les dates, hein. C'est-à-dire que tu nous expliques qu'il y a peut-être 30 000 ans en arrière que cette histoire a eu lieu, si elle a eu lieu, et qu'elle a fait l'objet d'une tradition orale, si je te suis bien. C'est-à-dire que on se parlait jusqu'à ce que un jour ce soit écrit. Alors, est-ce que ce jour-là, ça a correspondu à la création de l'écriture grecque, ou est-ce que l'écriture existait déjà avant, et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été, cette histoire, écrite en grec bien plus tôt dans le temps, hein? Tu vois ce que je veux dire? Philippe, elle a probablement été écrite. L'écriture était considérée comme un défaut euh, dans les anciens temps de la Grèce. Parce que, en fait, ils avaient le cerveau qui fonctionnait, tous les sens qui fonctionnaient, donc ils n'avaient pas besoin d'écrire. Ils pouvaient retenir des choses beaucoup plus difficiles et beaucoup plus longues que ce que nous avons aujourd'hui. Et donc, on ne sait pas si d'autres ont écrit. Simplement, le livre de Apollonius de Rhodes, puisqu'il est beaucoup plus récent dans l'histoire, il se situe à une période beaucoup plus récente. On prend base là-dessus, mais les 30 000 ans, je ne signe pas, hein, Oui, Philippe. j'ai compris. Je veux dire, c'est une approximation par rapport à Héraclès, qui est un des personnages les plus anciens de toute cette histoire que nous D'accord. avons en Grèce. Et d'autre part, puisque tu dis à juste titre, à mon avis, que l'histoire racontée par les oligarques, bah, est celle des héros, en fait, hein, puisque Oui. on a besoin de héros qui vont devenir la justification de l'oligarchie pour dire c'est nous les héros maintenant, hein. Oui. Et on est passé de l'histoire à des symbolismes. Où est-ce que ce sont des symboles? Est-ce que cette mythologie, c'est de la symbolique ou est-ce que c'est de l'enseignement? Est-ce que c'est un enseignement de la sagesse? C'est quoi la mythologie et c'est quoi cette façon de raconter l'histoire par les symbolismes? Comment ça se fait ça? C'est pas des symbolismes, c'est des allégorismes Oui. qui ont été traduits d'une certaine manière. Mais euh, c'est un sujet très très difficile, hein, parce que l'oligarchie, c'est là où, c'est encore une fois là où je vous dis que c'est très important de constater que l'oligarchie ne dort jamais, absolument jamais. Même là-dessus, elle va nous entraîner. D'abord, la mythologie. Mythologie, c'est un mot qui vient du grec, donc mythos et loros. Mythos, c'est une histoire inventée, un mensonge. Et loros, c'est le fait de le parler. Mais l'histoire racontée par les anciens, donc par tradition orale, c'est en grec, c'est mythéo, ça vient de mythéo, ça veut dire je raconte. Et donc, c'est très difficile puisque l'oligarchie a traduit toute une tradition allégorique qui était parlée et comprise par tous apparemment, puisque l'histoire est arrivée jusqu'à nous quand même, jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a quand même des gens qui ont dû se préoccuper soit de le réécrire, soit de le... Mais les vraies versions étaient brûlées, Philippe, si elles dévoilaient des secrets qu'il ne Alors, voulait pas qu'on sache. tu as parlé de matériel extraordinaire comme des ovnis, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui des objets volants non identifiés. À cette même époque, ou à une époque voisine, on va dire, il se passait des choses aussi très étranges en Inde. Et dans le Gilgamesh, on lit des choses sur les vimanas, sur ces bateaux qui volaient, quoi, en quelque sorte, hein. Voilà, c'est ces objets volants. Donc les vimanas, ils portent un nom. Un vimana, ça définit quelque chose de précis. Est-ce qu'on retrouverait dans l'histoire de Jason le fait que, je sais pas moi, il a un bateau qui vole ou je ne sais quoi et qui s'appellerait d'une certaine façon et pas d'une autre, hein? Est-ce Ah ben, qu'on... on en a beaucoup. À D'accord. commencer par l'Argos. L'Argos est un bateau qui a pris le nom d'Argos parce que c'est un monsieur qui s'appelait Argos qui a construit ce bateau-là. Mais l'Argos, on le retrouve dans beaucoup d'histoires en Grèce, on le retrouve même dans la démocratie et c'est devenu même une ville. Donc,
L'Argos, par exemple, on a d'autres documents que Jason et les Argonautes pour savoir, et même dans les documents de la démocratie cette fois-ci, on a des écrits qui nous prouvent que l'Argos était un vaisseau spatial qui pouvait être commandé uniquement par la voix, et ce qui était quand même, je ne sais pas, hein, on nous parle de civilisation d'aujourd'hui et de civilisation d'alors, mais on ne sait pas à quel point la civilisation d'alors était 10 000 fois plus évoluée que la nôtre aujourd'hui, par exemple. Donc, Philippe, c'est très difficile de dire il n'y a que Apollonius de Rhodes qui a écrit ce texte. Il y en a d'autres qui ont écrit le texte, on ne les recense pas. Et en tout cas, tout comme Platon avait brûlé les livres des étudiants de Démocrite, eh bien, à toute période, il y a des livres qui sont brûlés systématiquement pour qu'on ne connaisse pas des choses, certaines choses. Donc on sort de l'évolution pour rentrer dans l'involution, c'est-à-dire la régression en quelque sorte, lorsqu'on perd les livres, lorsqu'on perd l'histoire, lorsqu'on perd le lien avec le passé qui est riche d'enseignements, dont les souvenirs nous restent comme de la mythologie qu'il ne faut pas prendre au sérieux en quelque sorte, et de façon toujours pour que les oligarques puissent toujours gagner plus de pouvoir et prendre la place de ces anciens, on va dire envahisseurs, également professeurs en quelque sorte, enseignants, qui étaient venus pour apporter aux hommes un certain nombre d'enseignements. On se permet de dire ça parce qu'il s'est passé en Grèce la même chose que ce qui s'est passé en Inde qu'on évoquait, qu'en Chine, qu'au Mexique, qu'à d'autres endroits de la planète, à des moments différents de l'histoire des hommes. En fait, ce qui nous choque le plus, c'est la mauvaise compréhension que nous avons les uns des autres de la notion du temps, du passage du temps. Ça, c'est quelque chose qui est relativement difficile à comprendre. Et ce qui explique aussi que certaines personnes sont capables de faire des prophéties parce qu'elles ont déjà vu le film, comme on dit. Hein, elles ont déjà vu ce qui s'est passé. Elles ont cette capacité. Oui, Bruno, on t'écoute. Oui, Philippe, je voulais rajouter justement à ce que tu viens de dire, à ce que disait aussi Yotal, c'est qu'en fait, une des plus grandes catastrophes dans le passé, ça a été la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie, parce que là, il devait y avoir beaucoup de chemins et de textes qui devaient révéler beaucoup de choses et qui ont été détruits. Et si on parle d'objets volants, même dans la culture islamique, il y a les tapis volants. Donc c'est une image, je dirais peut-être déformée d'engins qui se déplaçaient. Et quand tu parles de destruction aussi de textes anciens, les conquistadors en Amérique ont fait une catastrophe quand ils ont détruit tous les textes des Aztèques, des Mayas. Donc on retrouve ça un peu partout. Et il y a sûrement des trésors de connaissances qui ont été malheureusement qui ont été brûlés, détruits, mais peut-être pas pour tout le monde. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'oligarchie, elle prend toujours bien soin d'éliminer ce qui nous arrange nous, ce qui nous avantage nous. Et donc de ne laisser survivre que, eh bien, comme ils ont fait avec Platon et Socrate, alors qu'à l'époque, Platon et Socrate étaient des petits étudiants inconnus, inconnus de la population. Donc, il y a des connaissances qui se perdent. Et là, c'est vraiment triste parce que ce sont des connaissances avec une intégrité. Et c'est comme les journalistes, hein, il y en a qui reportent les événements d'une manière claire et sans jugement. Et il y en a d'autres qui vont juger. Mais paradoxalement, eh bien, il n'y a que les livres de l'oligarchie qui passent. Et donc, on en a fait de Jason un film à Hollywood pour vous donner un peu l'idée du chemin que ça prend. Alors justement, on est sur le cœur du problème, c'est-à-dire est-ce que pour se protéger de la destruction faite par les oligarques pour garder tout le pouvoir pour eux, y compris de la destruction des histoires, de l'histoire, est-ce qu'il y a pas éventuellement des sens cachés, mais cachés par la résistance avec un grand R, hein, comme on l'a connu pendant les dernières guerres mondiales.
cachés par des résistants qui ont mis des messages que n'ont pas vu les oligarques et qui, avec le temps, et qui laissent au temps la possibilité de sortir une vérité quelques centaines, quelques milliers d'années plus tard. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Ou bien, quel est le sens qu'il faut donner au voyage de Jason? Est-ce que c'est le même voyage que celui du Candide de Voltaire qui prend un coup de pied aux fesses un jour et qui traverse la Terre avec l'inertie, et pour devenir lui-même sa chance avant, et qui à la fin dit ben il faut ce qu'il faut, c'est cultiver son jardin si on veut manger, quoi. Voilà, c'est ça, la philosophie de Voltaire. Est-ce qu'il y a quelque chose de cette nature dans le voyage des Argonautes, ou est-ce que c'est totalement différent, et où est-ce que ça nous emmène en fait? Non, il y a plusieurs versions et on peut les utiliser en tant que telles, hein. Elles sont toutes intéressantes. Donc la version matérielle en se disant est-ce que ces bateaux et ces moyens utilisés étaient réels. Euh, on peut aussi utiliser l'idée du voyage spirituel. Donc il y a plusieurs versions qui sont tout à fait valables. Évidemment, si on commence à chercher la vérité là-dedans, il est clair que moi, ce que je ferais, c'est organiser une délégation qui irait dans les caves du Vatican ou dans des caves où sont concentrées beaucoup de vérité et obliger le Vatican à ouvrir les caves pour qu'on puisse avoir une connaissance. Je suis sûre que les trois quarts de notre connaissance est gardée ainsi, pour qu'on ne puisse pas les... Maintenant, la relecture de ces textes, moi, ce que je voulais apporter de plus à cette émission aussi, et pourquoi parler de ce sujet, et comme c'est la nouvelle année, c'est justement de vous dire, faites attention à ce que vous lisez, analysez-le bien, analysez-le dans tous les sens, et dans toutes les versions, et dans toutes les possibilités, et c'est uniquement ainsi qu'on pourra, à la fin, savoir si c'était une histoire vraie ou si c'était un film de BD qu'on nous a raconté ou si c'est quelque chose qui n'a jamais existé, qui ne sort que de la tête de quelqu'un, uniquement comme ça. Donc toutes les possibilités sont là. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est la richesse du texte, la richesse des informations. Et voilà, et de rassembler tout ça et de les regarder avec une déontologie et un regard euh, Objectif. objectif et pas dirigé par l'oligarchie, tu vois, qui va dans le Hmm. sens de l'oligarchie, quoi. Essayer un peu de... Ouais, et c'est Voilà. sur ces conseils que l'on va hélas se quitter. Merci Lyotard. Enfin, en tout cas, voilà, il faut observer, décoder et redécoder encore pour être sûr que l'on ait bien la vérité. Merci Lyotard pour ce délicieux sujet, le Jason, décodage donc de la Toison d'Or. Oui, Philippe. Non, c'était juste Ah, pour j'ai vu une main se lever, j'ai cru que... en l'air, ça veut dire tout à fait d'accord, c'était très bien. Voilà. Merci beaucoup, Ayota. Merci Lyotard, merci Philippe, merci Et à Bruno, vous, merci très à vous bonne année. également. Notre prochain rendez-vous juste avant le week-end, vendredi avec la France Libre, avec le Conseil national de transition français, Canal historique. Bonne soirée.